Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, au congrès national du plan bâtiment durable. Et pour commencer notre session d'émission, j'ai la chance d'avoir avec moi M. François Gémen. Bonjour, je suis le premier invité. Vous êtes le premier invité. Je ne savais pas. Bonjour, bienvenue Bonjour. sur le plateau donc, de Bâti Journal TV. On ne vous présente pas, mais je vais vous demander de vous présenter en deux mots. Je suis professeur à HEC, c'est ma profession, mon métier. Donc, ça veut dire que j'enseigne à des dizaines, des centaines d'étudiants comment on va pouvoir réussir la transition. Et je suis très investi aux côtés de ceux qui œuvrent concrètement chaque jour, à la fois pour faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre et pour mieux nous adapter aux impacts du changement climatique. Et le bâtiment est évidemment un secteur clé pour cela. Alors, on va parler bâtiment, on va parler habitabilité. C'est quoi l'habitabilité ? Mais déjà, c'est compliqué à prononcer. Oui, merci pour la première émission du matin. Et c'est compliqué à la fois à prononcer et pour beaucoup de gens, en fait, c'est compliqué à comprendre. C'est simplement l'habitabilité, c'est simplement notre capacité à habiter la Terre. Le problème, c'est que c'est un concept qui est à la fois le plus gros enjeu du changement climatique, comment allons-nous faire pour habiter la Terre, mais qui passe au-dessus la tête de la plupart des gens. Littéralement, c'est un truc qui apparaît un peu comme hors sol. Or, pour beaucoup de gens, la question de l'habitabilité, c'est avant tout comment ils habitent chez eux, dans leur logement, comment ils vivent dans leur bureau ou dans leur lieu de travail. Et donc, en fait, c'est souvent le bâtiment qui, concrètement, va pour les gens incarner ce que ça veut dire habiter la Terre, au sens propre du terme. Voilà, habiter la Terre, c'est d'abord dans mon bâtiment. Et c'est comme ça que je comprends mieux, peut-être, les effets du changement climatique ? Bien sûr, parce que le bâtiment va être évidemment très sensible aux impacts du changement climatique. Plusieurs raisons. Parce que certains bâtiments vont être dans des zones très exposées aux catastrophes climatiques, notamment aux inondations, aux fissures qui sont aujourd'hui un vrai problème et qui vont toucher retrait-gonflement d'argile. Voilà, exactement. Et puis évidemment, l'éléphant dans la pièce, c'est la question des canicules et des fortes chaleurs, avec les gens qui sont souvent parmi les populations les plus vulnérables, qui vont habiter dans des petits logements mal isolés et qui vont simplement avoir beaucoup trop chaud chez eux en été. Voilà, c'est ce qu'on a vu cet été, de toute façon, c'est aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir chaque été, malheureusement, oui. Et c'est ce qu'on va voir chaque été. Donc, ça veut dire qu'on a une grosse problématique sur le bâtiment neuf, bien faire, bien travailler pour faire des bâtiments neufs qui soient vivables en été et en hiver, habitables, on va dire. Mais notre plus gros problème, c'est la rénovation, on est d'accord ? Absolument. Aujourd'hui, évidemment, il y a toujours le problème du mal logement, etc. Mais il y a un vrai problème de précarité énergétique pour les populations les plus vulnérables, qui tient largement au fait que leur bâtiment n'est pas suffisamment bien isolé. Il y a un enjeu plus global sur la question du changement climatique, et notamment sur la question de notre adaptation face aux impacts du changement climatique. C'est la rénovation des logements et plus globalement des bâtiments qui aujourd'hui avancent beaucoup, beaucoup trop lentement. Alors, on avance lentement. Je vous disais, quand on a préparé, ça fait 30 ans à peu près que je travaille dans le secteur du bâtiment et de la construction, 30 ans que je fais des interviews sur les problématiques de rénovation, 30 ans qu'on dit qu'on va aller plus vite, et pourtant on a l'impression que ça n'avance pas. Pourquoi ça n'avance pas ? C'est pas juste une impression, ça n'avance pas pour de vrai. Alors, je pense qu'il y a toute une série de problèmes périphériques qui sont réels, des questions de trop grande complexité administrative dans les dossiers. On a parfois un carcan en termes de régulation qui, par exemple, vous empêche d'aller chercher l'entrepreneur du département d'à côté. On a aussi, il faut le dire, un problème de démarchage téléphonique qui fait qu'on a toute une série de charlatans et de bonimenteurs qui sont aussi sur le marché et qui vont parfois tromper les gens et donner une mauvaise image de la rénovation. On a un vrai problème aussi de main-d'œuvre et je crois qu'il y a une vraie question de formation et d'attrait vers les métiers du bâtiment, notamment vers les métiers d'ouvriers spécialisés. Mais quand même, l'éléphant dans la pièce, au-delà de ces problèmes qui sont réels et qui doivent être traités, l'éléphant dans la pièce, c'est la question du financement, où nous comptons systématiquement sur des subventions publiques pour financer la rénovation des logements. Et le problème aujourd'hui, c'est que les finances publiques sont exsangues, nous sommes étranglés par la dette, et je crois qu'il faut arrêter de compter sur les seules finances publiques pour la rénovation des logements. Alors la question est simple, qu'est-ce que vous proposez ? Parce que si on ne peut pas aujourd'hui, avec les financements publics, faire de la rénovation énergétique, comment on fait ? Alors, comment on fait ?
Et si possible, comment on fait simplement? Parce qu'on voit bien que les choses sont complexes. Je pense qu'il y a deux pistes assez simples qui peuvent permettre de lever enfin les fonds nécessaires à la rénovation. La première, c'est sur la question des crédits à la rénovation. Aujourd'hui, ce sont des crédits à la consommation qui sont attachés à la personne, qui d'abord va devoir emprunter parfois une somme d'argent assez considérable si elle veut faire une rénovation complète, et qui ne va pas toujours trouver un retour sur investissement pendant le reste de sa vie ou le reste de l'emprunt, parce que c'est parfois des retours sur investissement qui vont s'échelonner sur 20-25 ans. Si on transformait ces crédits en crédits d'infrastructure qui soient attachés au bâtiment, ça permettrait à des financeurs tiers de faire ce crédit, de financer la rénovation et de se rembourser cette fois-ci sur des durées beaucoup plus longues. C'est la première piste. Voilà, excusez-moi, on se rembourse sur le gain, c'est ça? On se rembourse sur le gain énergétique qu'on va avoir sur 15, 20, 25 ans. Mais moi, petit propriétaire ou propriétaire, ça ne m'appartiendra plus? Comment ça se passe? Non, c'est-à-dire que potentiellement, vous allez avoir recours à un financeur tiers et le crédit va être attaché au bâtiment. Ça veut dire que lorsque vous, propriétaire, vous allez décider de le revendre ou que vous allez mourir, je suis désolé de le dire, et potentiellement léguer ce bâtiment à vos héritiers, eh bien le nouveau propriétaire va continuer évidemment de jouir du bâtiment, mais la rénovation aurait été financée par un tiers financeur qui, lui, va se rembourser propriétaire après propriétaire sur les gains énergétiques. Quand vous faites cette proposition, j'imagine que vous croisez beaucoup de monde, beaucoup de politiques. Quand vous leur parlez de cette proposition, comment ils réagissent? Très positivement. Globalement, je pense qu'il y a aujourd'hui encore des gens qui n'ont pas suffisamment réalisé à quel point la question de l'immobilier, c'est un enjeu d'infrastructure pour le pays. Un bâtiment, ce n'est pas juste un bien de consommation qu'on va acheter ou qu'on va revendre, c'est aussi une infrastructure pour le pays. Et donc, au moment où on va discuter de questions de souveraineté, où la question de la souveraineté apparaît plus importante que jamais, je pense que considérer le bâtiment comme une infrastructure vitale, cruciale pour le pays, est importante. Et c'est pour ça que cette proposition a le soutien de beaucoup de politiques. Le problème, comme souvent en France, c'est que tout le monde trouve que c'est une bonne idée, mais après, il faut mettre les gens autour de la table et voir comment concrètement on fait. On fait des choses. Donc ça, c'est la première proposition. Hein. Deuxième proposition, c'est l'idée de moduler les droits de succession en fonction des travaux de rénovation qui ont été engagés dans le bâtiment qui sera légué. Même chose en France, quand on touche aux droits de succession, c'est un tollé immédiat. Hein. Sauf qu'ici, il s'agit de réduire les droits de succession. L'idée, c'est que la génération qu'on appelle la génération des boomers, qui avait accès beaucoup plus facilement à la propriété et qui a donc beaucoup investi dans l'immobilier, lorsque cette génération va disparaître, elle va léguer des appartements, des maisons, des studios à ses enfants, petits-enfants, aujourd'hui une génération qui a beaucoup plus de mal à accéder à la propriété. Et on sait que ces logements sont parfois en mauvais état, avec des performances énergétiques qui sont parfois assez minables. Et que de surcroît, les droits de succession en France sont très élevés. Ça peut aller jusqu'à 30-40% si le bien immobilier a une valeur importante. On pourrait imaginer d'inciter cette génération des boomers à engager des travaux de rénovation dans leur logement avant de le céder à leurs enfants et petits-enfants. Et le montant de ces travaux de rénovation serait déduit des droits de succession. Ce qui permet d'abaisser les droits de succession pour des générations qui aujourd'hui ont du mal à accéder à la propriété et qui peut-être ne pourraient pas payer ces droits de succession, et qu'on permet de mobiliser les montants qui sont nécessaires aujourd'hui pour financer la rénovation. Voilà, ça c'est deux pistes de financement de rénovation. Voilà, c'est deux pistes tout à fait concrètes. Je n'ai pas la prétention de dire qu'il n'y a que celle-là, mais il me semble qu'il y a en tout cas au moins celle-là pour faire avancer un sujet qui aujourd'hui patine et patine depuis 30 ans. Voilà, là on parle des particuliers, hein, on parle de monsieur et madame Michu, pour faire simple. Il y a un autre aspect, tous les bâtiments n'appartiennent pas aux boomers, comme moi. Mais celui-ci, par exemple, n'appartient sûrement pas à un particulier. Les bailleurs sociaux, comment ils font Alors, est-ce qu'ils ont d'autres problématiques? Qu'est-ce qu'on peut voir comme piste aussi pour faire accélérer les choses de ce côté-là, même si on sait qu'ils font déjà beaucoup d'efforts? Alors, d'abord, il faut reconnaître effectivement qu'il y a déjà beaucoup qui a été fait au niveau des bailleurs sociaux, mais on voit bien qu'on est ici face à un modèle économique plus compliqué parce que, évidemment, la mobilisation de capitaux privés va être plus compliquée chez les bailleurs sociaux, et les bailleurs sociaux vont de surcroît devenir de plus en plus des acteurs de plus en plus importants à l'avenir, parce que, bien entendu, comme les générations actuelles ont plus de mal à accéder à la propriété, ça veut dire que
je pense que la part des logements sociaux dans le parc immobilier va aller croissant. Or, il y a là un enjeu social. Je pense que c'est là où véritablement l'État et les pouvoirs publics doivent prioriser leurs investissements. C'est pour faire en sorte que l'habitat dans les logements sociaux s'améliore, notamment via la rénovation énergétique des bâtiments. Et c'est là où on va avoir besoin évidemment des finances publiques. Sinon, vous créez une vraie fracture sociale qui donne l'impression aux plus pauvres, aux ménages les plus modestes, que la question de la transition, c'est une affaire de riches qui voudraient régenter la vie des pauvres et qui, au fond, ne leur bénéficient pas à eux. Voilà, parce que c'est un enjeu, on va dire, de confort hein, chez soi, mais c'est aussi un enjeu sociétal. Bien sûr. Et je veux aussi parler non seulement des logements sociaux, mais aussi des bâtiments scolaires. On a aujourd'hui, dans le pays, énormément de bâtiments scolaires qui, littéralement, tombent en ruine de l'école primaire jusqu'aux universités. Et là encore, il faut réaliser que ce n'est pas juste une question de confort, c'est aussi une question de qualité d'apprentissage. Toutes les études montrent que nos capacités cognitives sont réduites lorsque nous faisons face à de fortes chaleurs et que donc il y a non seulement des enjeux de santé pour les enfants, il y a des enjeux aussi de performance scolaire et donc la question de la rénovation des bâtiments scolaires, à mon avis, doit aussi être une priorité. Voilà. Et c'est valable aussi pour les bâtiments de bureaux dans lesquels on travaille. C'est valable aussi pour les bâtiments de bureaux, sauf que les gens qui y travaillent sont plus âgés que les enfants. Nous sommes donc au Congrès national bâtiment durable. Vous allez tout à l'heure intervenir en plénière. Si vous avez un message à délivrer aux gens qui sont ici, aux participants à ce congrès, ce serait lequel? Je dirais le message principal que je leur délivrerai, c'est que c'est dans le secteur du bâtiment en priorité qu'on va pouvoir le plus facilement réussir la transition. Parce que quand on voit aujourd'hui tous les débats, tous les doutes, toutes les inquiétudes sur la transition qui apparaît volontiers comme une contrainte, c'est dans le bâtiment qu'on va pouvoir le mieux incarner les bénéfices et les intérêts de cette transition, qu'on va pouvoir réconcilier des objectifs environnementaux avec des objectifs sociaux, qu'on va pouvoir réconcilier la question de la baisse des émissions avec la question de l'adaptation qui est absolument fondamentale aujourd'hui. On a vraiment on est au centre des enjeux en fait. Hein. On est au centre des enjeux et avec une même pierre, avec un seul coup, on atteint 3 pierres. Mais bon, des pierres, on en a besoin dans le bâtiment. Exactement. François Gémen, non, merci. on fait d'une pierre 3 coups. Voilà, c'est ça l'expression, pardon. Je me mélange chaque fois les pinceaux, chaque fois que j'essaie d'utiliser cette expression. D'une pierre 3 coups. François Gémen, merci. Merci à vous. D'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV pour cette première au Congrès national du plan bâtiment durable. C'est une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci à vous.